Bonjour Olivier Bourcard, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre du 17e colloque de l'EMCC qui aura lieu les 14 et 15 octobre au couvent des Jacobins à Rennes. Au-delà de votre fonction de DRH que vous avez exercée pendant plus d'une vingtaine d'années, aujourd'hui vous collaborez en tant qu'expert à la chaire de Rennes 1 et vos travaux sont directement liés au thème de notre colloque qui est allier la diversité de nos intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que vous faites et qui vous êtes? Alors j'ai 57 ans, effectivement, DRH, très investi dans la formation, dans le milieu associatif, notamment de l'insertion par l'emploi, mais également par la création de micro-entreprises. Et je suis très heureux de collaborer à une chaire universitaire qui s'appelle Vivre Ensemble, avec la Fondation Rennes 1. Et pour expliciter un peu plus ce qu'il y a dans cette chaire, ça touche à tout ce qui est inclusion des populations les plus éloignées de l'emploi. Donc pour illustrer, des ex-détenus, des mineurs décrocheurs, certaines familles monoparentales, des migrants, etc. Et tout ce qui est inclusion à l'intérieur de l'entreprise. Et là, on va adresser des sujets comme celui du handicap invisible, de la gestion des vulnérabilités, de l'illettrisme versus le numérique. Voilà. Le handicap invisible, qu'est-ce que c'est pour vous? Enfin, comment vous travaillez sur ce... Alors, on a organisé un colloque en 2020 qui a fait l'objet en fait, d'un livre collectif justement pour éclairer l'évolution de ce phénomène. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de handicap, 80% du handicap est invisible. Et le développement effectivement des situations de handicap se fait particulièrement en fait, par ce biais-là. Ce qui pose un vrai sujet puisque tant qu'il s'agit de voir effectivement des personnes en chaise roulante, là on a assez naturellement de la compassion. Quand vous avez quelqu'un dont vous ne percevez pas la nature du handicap mais qui pourtant va avoir des impacts importants et notamment des impacts sur le travail. Si on prend la question de la bipolarité par exemple. Si vous prenez des situations de personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, donc voilà, ce genre de situations effectivement sont handicapantes à double titre, puisque la personne elle-même effectivement a l'impression d'avoir finalement un handicap qui s'explicite difficilement, où on peut dire bon, il suffit de se prendre, il pourrait suffire de se prendre en main. Et en même temps, pour les collaborateurs avec qui cette personne va travailler, il faut pouvoir intégrer cette spécificité qui ne se voit pas. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose presque du comportemental. Effectivement, ça modifie le rapport à l'autre, ça peut modifier le rapport à l'autre dans l'entreprise aussi, au management, etc., avoir des conséquences. Aujourd'hui, qu'est-ce que le thème du colloque vous évoque? Allier la diversité de nos intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal. Merci en tout cas d'avoir pris ce thème, je trouve passionnant, parce que aujourd'hui la question de la diversité, quand on prend l'acception un peu RH ou juridique, est finalement assez étroite. Et en tout cas, moi je fais l'hypothèse au travers de ce que vous évoquiez, c'est que là on a un champ qui est beaucoup plus large et qui, je pense, est beaucoup plus riche. En l'occurrence, je vais l'illustrer par deux exemples. Si on prend la question de la chaire universitaire, aujourd'hui, on arrive à des résultats parce que la chaire est renouvelée. Il y a d'autres partenaires effectivement qui intègrent parce qu'elle produit effectivement des choses qui sont intéressantes et utiles aux entreprises et à la société de manière générale. Et on fait travailler au sein d'une chaire des universitaires, des entreprises, mais également des acteurs publics, Pôle emploi par exemple, ou la protection judiciaire de la jeunesse, etc. Et également des organismes de formation. Et on arrive à un bon résultat, mais quand on regarde la situation, c'est que ce résultat, on l'obtient parce que toutes les parties prenantes sont motivées par le même but, qui est de travailler sur cette question de l'inclusion. D'accord.
si je vais déplacer l'angle de vue, et je prends par exemple la question de l'inclusion de manière générale, et prenons le handicap, parce que vous l'avez abordé. La première loi sur le handicap date de 1975, avec l'obligation d'emploi, et aujourd'hui, pour une obligation d'emploi à 6%, on arrive péniblement à 3,7%. Pas plus. Quand on voit les moyens effectivement qui sont engagés, et bon, je pourrais multiplier les exemples, mais si je vais faire référence à mon expérience dans l'entreprise, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on prenait un sujet qui était porté socialement, comme le handicap ou les intelligences diverses, etc., si on questionnait les personnes et les collaborateurs sur voilà, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on mène une politique, par exemple, sur le sujet ou qu'on développe, généralement la réponse était oui. Par contre, quand il s'agissait de dire, ben, tiens, on va par exemple prendre quelqu'un qui a un trouble bipolaire dans l'entreprise, là, c'était effectivement plus compliqué. Là, les personnes, en l'occurrence, elles se mobilisent généralement, le plus souvent, pour des causes qui les touchent de près ou loin. Et les autres sujets, effectivement, un peu. Et au travers des travaux de la chaire, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est plutôt que de rester sur cette question des intelligences multiples, ou du handicap, ou etc., c'est de se dire comment on déplace finalement le prisme et on va regarder la question de la vulnérabilité. Parce que finalement, une intelligence, on va dire, diverse, ça peut être effectivement une vulnérabilité sociale à un moment donné. Et de la même façon, on va avoir dans l'entreprise tout un tas de situations de vulnérabilité dont on n'imagine pas en fait les chiffres, au point où aujourd'hui on peut considérer qu'à l'échelle d'une carrière, tout collaborateur pourra connaître une situation de vulnérabilité au moins temporaire, qu'elle soit liée à une séparation qui se passe mal, un état dépressif, dont on estime aujourd'hui dans les statistiques de la DARES qu'en 2021, c'est 26% des collaborateurs qui se déclaraient en situation de risque de dépression sévère, ce qui est énorme. Si vous mettez des problèmes de dos, par exemple, de personnes qui ont de grosses douleurs, on parle d'environ un tiers de la population, des gens qui ont des problématiques de sommeil, là aussi beaucoup. Et si vous prenez les maladies, on a parlé du handicap invisible, enfin, vous voyez que finalement, quand on additionne ces statistiques, on peut considérer qu'à ce jour, finalement, personne ne peut dire qu'il ne sera pas concerné à un moment donné. Et ça, aujourd'hui, en fait, ça a un coût pour l'entreprise, donc apprendre à le gérer. C'est-à-dire si nos pratiques managériales se développent et permettent d'intégrer ça, notamment par de l'écoute et la capacité à réguler un certain nombre de situations et à les partager et à proposer aussi des solutions, on a tout à gagner, puisque on va aussi éviter d'avoir des populations de in et des populations de out, et finalement considérer que chacun est concerné, que ce soit lié à finalement une couleur de peau différente qui peut m'amener à une situation de discrimination. Alors, je le fais rentrer dans de l'intelligence pour avoir vécu en Afrique pendant quelques années. Voilà, les aspects culturels font qu'on appréhende effectivement la vie d'une façon différente dans certaines cultures, donc ça peut être aussi intéressant pour l'entreprise. Mais il peut y avoir des situations de discrimination, comme il peut y avoir effectivement des situations de discrimination qui sont à un moment donné, voilà, j'ai un problème de santé ou je vais être condamné, faire un peu de prison et je vais devoir être réintégré ou pas ensuite. Ce genre de situation, effectivement, c'est ce qu'on appelle de la vulnérabilité.